Donc, du coup, on va commencer. Donc, aujourd'hui, on change un peu d'exercice pour partir sur du dossier les infections ORL et bronchopulmonaires. Donc, au concours, ça concerne un item, plus toutes les fiches de bactéries et virus qui vont intervenir dedans. Donc, on a notamment le pneumocoque, Legionella, H. influenzae, Pseudomonas, HSV1, le CMV, Staphylococcus aureus et E. coli. Et Donc, Ali? les QCM, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont surtout orientés à un peu type de bactérie pour chaque infection. Et pour le moment, il y a eu 6 dossiers qui ont touché aussi bien l'ORL que le côté pulmonaire qui est tombé au concours. Donc, on revoit un petit point rapide de méthodologie. Donc, quand on vous demande d'écrire un pathogène ou quand vous devez donner ses caractéristiques, même si ce n'est pas demandé, on donne toujours le nom latin ou grec. Je parle pour les bactéries surtout. La forme, c'est 1 gramme plus, 1 gramme moins, ou si c'est un atypique, la mobilité, la respiration, la biochimie et sa culture. Donc, bien sûr, la description dépend après des questions. Si par exemple, on vous demande un peu plus tard dans les questions, expliquez-nous la culture de cette bactérie, bien sûr, vous ne la donnez pas dans la description du pathogène. Et après, pour décrire un traitement, toujours donner la DCI, la voie d'administration, la durée du traitement. Si ce n'est pas demandé dans les questions suivantes, mécanismes d'action, effets indésirables principaux. Si jamais vous connaissez quelques contre-indications, pourquoi pas les mettre? Et s'il y a des associations, qu'est-ce que ça ajoute de mettre par exemple tel médicament avec tel médicament? Est-ce qu'il y a une synergie, etc. Donc ça, c'est des points méthodaux qu'on revoit plus ou moins à chaque fois, mais c'est pour que ça puisse rentrer et que pour le jour du concours, ça devienne vraiment un automatisme. Donc du coup, cette fois-ci, je vous ai... Oui, Excuse-moi. Anaëlle? Oui, merci. J'ai une question par rapport aux fiches du Pili que tu as mis sur le Drive et qu'on peut avoir un accès libre. Est-ce que tu recommandes de les utiliser? Parce que c'est quand même assez accès clinique et qu'on a peu d'infos bio. Comment tu penses qu'il faut s'en servir par rapport à nos bouquins et compagnie? Alors moi, je m'en étais servi surtout pour le côté justement un peu clinique, physiopathe, parce que dedans, pour le coup, c'est expliqué par rapport à nos livres à nous. Ouais, Après, pour tout ce qui est aspect purement biologique, c'est-à-dire comment faire l'antibiogramme, la culture, etc., là, par contre, je te conseille vraiment les bouquins de pharma. d'accord. Et du coup, tu penses que ça peut être utile de, de checker la physiopathe dessus en plus de ce qu'on a dans les bouquins, ou tu penses que ce qu'il y a dans les bouquins suffit? En fait, après, je pense que ça, c'est une appréciation personnelle. Moi, personnellement, je n'arrive pas à retenir une pathologie si je ne comprends Ouais. pas bien sa physiopathe. Hmm. Donc, j'avais vraiment besoin d'aller beaucoup plus loin que les bouquins de pharma. Je vous les ai donnés parce que certains ne savent pas où les chercher aussi, Mhm. tout ce qui est pili, etc. Donc, c'est pour ça que je vous les avais mis dans le drive. Après, moi, je sais que de checker de temps en temps, même les collèges de médecine, pour regarder qu'il n'y ait pas de changement drastique dans certaines recos, par exemple. Est-ce que Ok, tu pourrais nous mettre un merci. lien pour le Pili, s'il te plaît? Tout est dans le drive de la conférence. Mais attendez, je vais vous donner le lien complet du manuel. Merci. Normalement, sur le site du SPIC, tu trouves tout. Tu as un lien qui te redirige vers le Pili. Ouais, et puis le spliff, surtout, par contre, il faut vraiment s'en servir pour les recommandations parce que pour le coup, pour les traitements, tout est dessus. D'accord. Ok, merci. Donc, je vous ai mis le lien du Pili pour l'édition 2020. Vous avez tous les items. Après, vous cliquez dessus et vous regardez ce qui vous intéresse vraiment ou pas. Donc, du coup, je vous ai préparé quelques QCM tirés d'Anal, histoire de vous challenger un peu. Donc, QCM numéro 1, parmi les bactéries suivantes, laquelle est un agent habituel de l'otite chez l'enfant? La Neisseria gonorrhoeae, Vibrio cholerae, Haemophilus influenzae, le Mycobacterium tuberculosis ou la Listeria monocytogenes. Hémophilus. Ouais, c'est la C en effet. Donc il y a 3 agents majeurs, Influenzae, Pneumoae et on a Cataralis aussi. Puis on en a aussi quelques-unes. On en a à peu près d'autres aussi un peu. Mais ça, c'était une vieille annale parce que par exemple, Vibrio cholerae n'est plus au programme. Donc normalement, vous ne la retrouverez plus en liste de choix dans les annales récentes. QCM numéro 2, indiquer les propositions qui s'appliquent aux otites moyennes aiguës de l'enfant
Haemophilus influenzae en est une étiologie. Elle ne concerne que les enfants de plus de 6 ans. Leur traitement antibiotique fait parfois appel à l'association amoxicilline plus acide clavulanique. L'isolement de la bactérie en cause ne nécessite jamais l'utilisation de gélose enrichie de sang. Il n'existe aucune prophylaxie vaccinale, quelle que soit l'étiologie. Ouais, c'est bien assez. Par contre, pourquoi la B, la D et la E sont fausses? La B, parce que ça peut concerner aussi les enfants, les nourrissons. Oui. La D, le jamais, il a mis le doute, mais je sais plus, enfin, je sais pas pourquoi exactement. Alors, Et, oui, en effet, la E, D. pour la E, il y a des vaccins. Il me semble que pour l'hémophilus influenzae, il y a un vaccin aussi. Ouais, en effet. Alors pour la D, tu as raison de tiquer sur le jamais. Et en plus de ça, par exemple, pneumocoque pousse sur une gélose enrichie au sang. Et tu apprenais, toi, du coup, toutes les géloses Oui, il faut les connaître par contre, hein. Pour le jour du concours, si on vous le demande, quelle est la culture de cette bactérie, il faut vraiment mettre la gélose, le temps d'incubation, si c'est en atmosphère, aérobie, anaérobie, et le résultat. De quelle couleur est ta colonie, petite, ronde, translucide, grise, verte. Ça paraît hyper chiant à apprendre et c'est hyper chiant à retenir. C'est pour ça que si vous utilisez Anki, je vous conseille de mettre pour chaque bactérie une fiche spéciale culture. Des géloses, c'est que à apprendre pour les bactéries. Enfin, c'est pas pour toutes les bactéries, que pour celles qui sont au programme. Oui, oui, c'est que celle du concours, bien sûr, hein. Merci. Pareil, si jamais pour. Parce que tout ce qui est, même dans les infections, quand vous allez voir d'autres bactéries, si elles ne sont pas au programme, vous devez juste connaître le nom. Mais savoir que c'est une étiologie, vous ne devez pas connaître les caractéristiques associées, hein. Donc, QCM numéro 3, parmi les infections suivantes, quelles sont celles qui s'accompagnent habituellement d'une angine? La scarlatine, la syphilis, la mononucléose infectieuse, la tuberculose et la typhoïde. Alors, Alissa, pourquoi tu mettrais la B, par exemple? Je l'ai dans les étiologies. Après, je sais pas si c'est habituellement. Alors, ouais, en effet, enfin, la syphilis se retrouve dans enfin, l'angine se retrouve dans la syphilis, mais c'est pas habituel comme signe clinique. Donc, c'est bien Et là. une A et gine la C. nécrotique, la syphilis. Ouais, c'est ça. Franchement, le signe clinique caractéristique et habituel de la syphilis, c'est vraiment le chancre. Ou après les petites lésions qu'on peut retrouver en deuxième phase. Mais l'angine, ce n'est pas un signe habituel. Donc ça, surtout, là, vous avez vu sur quoi tombent les annales au niveau des QCM. Donc bien penser à bien lire la question, à tiquer sur le mot jamais, habituel, systématique. Et comme quoi, apprendre les étiologies, c'est hyper important parce que typiquement, QCM, là, quasiment tous les QCM ne tombent que sur ça. Donc du coup, on va commencer avec le cas clinique numéro 1. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Facile, pas facile? Classique. Ouais, assez classique. C'était une annale de 2016, si je dis pas trop de bêtises. Donc du coup, André, âgé de 65 ans, alcoolique, est hospitalisé suite à l'apparition subite d'une fièvre élevée associée à une douleur thoracique, une dyspnée, une expectoration purulente rouillée. L'auscultation relève des râles crépitants. Le pouls est à 150 par minute, la fréquence respiratoire à 35. Une radiographie visualise une opacité lobulaire droite. Les examens biologiques sont les suivants. Donc on a une érythrocyte à 5 Tera par litre, leucocyte à 17 Giga par litre, donc 95% de polynucléaires neutrophiles. Donc les hémocultures sont prescrites à 6 CBC. Les hémocultures sont positives, montrant un examen direct à cocci à gramme positif en diplocoque lancéolé. Donc, question numéro 1, quel est le diagnostic envisagé? Quels sont les critères orientant ce diagnostic? Du coup, je vous écoute. Quel est le diagnostic qu'on peut poser?
Donc oui, en effet, c'est bien une pneumonie communautaire aiguë typique. Donc on peut même dire que c'est une pneumopathie lobulaire aiguë franche à Streptococcus pneumoae ou pneumocoque. Est-ce que quelqu'un connaît la définition de la PAC? Qu'est-ce que c'est une pneumopathie communautaire aiguë? Je crois que communautaire, ça veut dire que c'est attrapé en dehors de l'hôpital. Oui, Enfin, c'est ça. C'est contracté en extra-hospitalier ou dans les 48 heures suivant une hospitalisation. Sinon, on parle d'une pneumopathie nosocomiale. Donc, quelles sont les caractéristiques de la bactérie de Streptococcus pneumoiae? C'est une bactérie aéro-anaérobie, gramme plus, immobile. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Capsulée, non sporulée. Ouais, Alpha-hémolytique. ouais. Après, c'est quoi? C'est un bacille, un coccyle? Un diplocoque en forme de forme lancéolée. Ouais. Voilà. Après, Mathilde complète par catalasement, oxydasement, en effet. Est-ce que vous savez d'autres choses sur sa biochimie? Ah oui, sensible à l'optokine. Ouais. Culture, Fermentation du glucose sans production de gaz aussi. ouais. Culture facile sur gélose au sang. Ouais. Est-ce que après c'est une bactérie exigeante ou pas? Non, c'est pas une bactérie exigeante, non. Si, c'en est une. Ça fait Ah partie des oui, si. bactéries exigeantes. Elle exige 10% de dioxyde de carbone. Ouais. Ou 5%, je sais plus. C'est 5% 5%. atmosphère enrichie en CO2. Et est-ce que tu sais un peu quel aspect va avoir la colonie une fois que ça aura poussé? Bah, c'est la colonie alpha-hémolytique. Ouais, mais est-ce que tu as la zone alpha-hémolytique, elle est de quelle couleur? Elle est transparente, Elle est verte. verte. C'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est du rouge sur du vert, en fait. Rouge pour ta gélose et ça forme des ronds verts. Ok. Donc ça, est-ce que vous aviez pensé à mettre les caractéristiques de la bactérie puisqu'elles étaient demandées dans aucune question? Ou pas du tout? Donc ça, même en parasito, en virologie, en mycologie, si jamais c'est pas demandé par la suite, il faut toujours mettre au moins quelques petits points de caractéristiques du pathogène. Au moins mettre, par exemple, pour les bactéries saformes, son gramme, sporulicapsulé, la mobilité et la biochimie catalase-oxydase, si vraiment vous n'avez pas le temps de mettre le reste. Donc du coup, on revient, on est bien sur une pneumopathie franche lobulaire aiguë. Quel est l'argument épidémiologique qui vous a fait penser à ça en dehors de l'hémoculture? On a une personne âgée et qui est alcoolique. Ouais, c'est ça. Et en plus, le streptocoque pour la pneumopathie communautaire, est-ce que c'est quelque chose de courant ou pas trop au niveau étiologie? Bah, c'est le premier pathogène qu'on rencontre. Oui, exactement. Et au niveau chronologique, est-ce que ça concorde avec le descriptif qu'on a eu? Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît brutalement, qui met du temps à apparaître? Non, c'est brutal, c'est brutal. Oui, en effet, comme dit aussi Amel, la fièvre est subite, donc début brutal. Donc déjà, ça donne aussi un point au niveau des argumentaires, parce que par exemple, Legionella est beaucoup plus progressif par rapport au streptocoque. Donc du coup, qui peut me citer les 4 arguments cliniques qu'on avait dans l'énoncé? La fièvre élevée, la douleur thoracique, l'expectoration purulent avec les hémoptysies et les râles crépitants. Ouais, exactement.
Donc, les râles crépitants fait partie de quel syndrome? Syndrome de condensation. Ouais, c'est ça. Donc, bien penser à mettre comme syndrome condensatoire, râle crépitant, parce que syndrome condensatoire est aussi un mot-clé. Par contre, j'ai une question. Oui. Avec la tachycardie, la tachypnée et l'hyperleucocytose, est-ce qu'on peut parler de CRIS en signe clinique? Je sais pas trop. Pour le coup, je suis pas très poussée au niveau infectio. Enfin, je m'arrête beaucoup au truc du concours. Donc, très franchement, de toute façon, plus tu en mets, parce que plus tu en connais, et mieux c'est, hein. Ok, Ah. merci. Mathilde, on va en venir. Donc, du coup, quels étaient les arguments biologiques à cette infection? Alors, pourquoi l'hyperleucocytose à PNN nous oriente? Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, c'est ça, Amel, ça suggère. On a un syndrome infectieux, très probablement d'origine bactérienne. Et en dehors de l'hémogramme, qu'est-ce qu'on a fait aussi qui nous oriente vers le streptocoque comme étiologie de la PAC? En biologie encore, je ne parle pas du paraclinique. Quel est l'autre examen? Ouais, l'hémoculture, c'est ça, Asia. L'hémoculture nous disait qu'on avait 1 g plus, diplocoque lancéolé, donc tout de suite, le jour du concours, quand vous lisez ça sur votre copie, vous mettez au crayon à papier ou au stylo pneumocoque à côté, comme ça vous le gardez dans un coin de la tête. Donc du coup, les arguments paracliniques, vous les avez bien trouvés, c'était bien la radio pulmonaire qui était caractéristique avec l'opacité lobulaire unilatérale. Et en diagnostic différentiel, on aurait pu mettre quoi, par exemple? La pneumocystose? Oui, ça en fait partie, en effet. Tout ce qui est après pneumonie atypique, l'aspergillose, les néoplasies, bronchite aiguë. Là, après, vous avez un peu pléthore de choix en diagnostic différentiel, en broncho pulmonaire. Même si, très franchement, avec l'hémoculture, on n'a pas besoin de tergiverser, pareil avec la radio. Mais bon, il faut quand même mettre au moins 2-3 diagnostics si vous en avez en tête, histoire de montrer que vous savez faire des parallèles dans vos cours. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette première question? Oui, moi j'ai une question par rapport aux plus de 40 ans que je voyais dans le chat pour les arguments épidémiaux. Enfin, c'est pourquoi plus de 40 ans? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un adulte? Ça veut dire... Ça fait en fait le terrain pour le streptocoque en PAC, c'est un âge supérieur à 40 ans, l'éthylisme. Il me semble qu'il y en a un autre, tout ce qu'après immunodépression. Alors pourquoi supérieur à 40 ans? Je me demande si c'est pas par rapport au fait que tout ce qui est infection VIH. Est-ce que le système immunitaire devient un peu moins performant? Mais je me suis jamais vraiment trop interrogée pourquoi supérieur à 40 en terrain à risque. Merci. Faut juste le retenir. Dans tous les cas, de toute façon, tout ce qui est pneumonie, ça touche surtout le sujet âgé, hein, en dehors du Covid. Alors, le Legionella, en effet, tu as une fièvre, mais par contre, l'apparition est progressive. C'est-à-dire que tu ne vas pas atterrir comme le pneumocoque où, bam, tu as la fièvre, tu as tout qui se met en branle. La Legionella, tu as quand même une première phase qui dure quelques jours, qui est un syndrome pseudo-grippal. En fait, tu as une incubation de 2 à 10 jours avant d'arriver réellement à la phase d'état qui est la pneumopathie interstitielle aiguë fébrile. Et dans tous les cas, avec la Legionella, tu as énormément d'autres troubles, surtout neuro et digestifs. Puis tu auras forcément, comme dit Lucas, une exposition qui sera marquée dans l'énoncé qu'il a été exposé à un réseau d'eau collectif quelconque. Et encore plus, si dans l'énoncé, on te dit blablabla, on a instauré un traitement probabiliste, on a mis des bêta-lactamines, il y a eu un échec, ça donne un argument en plus. Parce que pour les Legionella et Mycoplasma, l'échec au bêta-lactamine, ça fait partie des trucs à retenir. Ouais, je sais pas.
Tu poseras, Maëlys, pour le coup, tu poseras la question à celui qui a pondu le sujet. Je pense que... Je sais pas, de toute façon, si tu fais régulièrement les annales, tu vois bien que des fois, ils te donnent des énormes bilans bio et que tu as 2 paramètres seulement qui diffèrent de tout le reste. Dans tous les cas, il ne fallait pas oublier de le mettre quand vous faisiez les arguments biologiques, de mettre que les érythrocytes étaient normales. Lucas. Pour la Legionella, oui, c'est les antigénuriques que tu peux faire. Tu détectes surtout la Legionella du sérogroupe 1 avec. Donc, du coup, on peut passer à la question 2 ou il y a encore d'autres questions? Donc, du coup, question numéro 2. Quelles sont les modalités de réalisation de l'hémoculture? Donc ça, c'est une question très générique qui tombe dans beaucoup de dossiers de bactériaux. Donc franchement, apprenez-la, faites-vous une réponse typique et apprenez-la vraiment par cœur. Donc oui, en effet, Malice avant toute antibiothérapie. En effet, Julie au moment du pic fébrile ou au moment des frissons. Ponction veineuse, je suis d'accord. Sur le pli du coude, en asepsie. On prélève bien 3 flacons, 3 paires en 24 heures, donc ça fait 2 flacons en aérobie et un anaérobie. On transmet au laboratoire rapidement. Alors, est-ce que quelqu'un connaît le nombre de millilitres qu'on met dans le flacon? Est-ce qu'on a fait une dilution? Que contient le flacon? Et comment est-ce qu'on visualise qu'on a bien eu une poussée? Pour la poussée, je crois qu'il y a un virage colorimétrique d'une pastille, non? Ouais, c'est ça. Alors, tu as plusieurs façons. Tu as soit en visuel, soit par une mesure de virage de pH, par exemple, ou de pression. Donc ouais, surtout, n'hésitez pas, pour ceux qui utilisent Anki, de vous faire vraiment une fiche type réponse de l'hémoculture, parce que ça, vous pouvez la caser dans quasiment tous les dossiers de bactériaux. Et si vous la connaissez par cœur, pas besoin de réfléchir comme ça le jour du concours. Ouais, possible jusqu'à 21 jours à cause des bactéries qui mettent beaucoup de temps à pousser, comme la Legionella. Ou la tuberculose, par exemple. Alors, moi, personnellement, je me suis arrêtée là parce qu'on me demandait juste la modalité de réalisation de l'hémoculture. Après, très franchement, je me suis posé la question s'il ne fallait pas partir plus loin une fois que le tube était positif en disant à J0, tu fais ça, à J1, J2, etc. Si vous avez le temps sur la copie, n'hésitez pas à le mettre. De toute façon, ça rapportera toujours des points. Est-ce que quelqu'un connaît les AJ0, 1 et 2, ce qu'on fait? Si notre flacon est positif. Alors à J0, on fait l'examen direct et on ensemence sur les milieux gélosés. À J1, on fait tout ce qui est identification des colonies. Et à J2, on fait l'antibiogramme. Donc ça, très franchement, ouais, l'hémoculture, vous la prenez vraiment par cœur parce que dans tous les cas, vous allez la recaser au moins quelque part. Et il ne faudrait pas perdre de points dessus. Ce serait dommage. Est-ce que vous avez des questions dessus ou pas du tout? Oui, tout ça pour l'hémoculture, ça peut se trouver dans Alors quel ça document? se trouve dans le cours endocardite et bactériémie. D'accord. Mais ouais, ça se trouve dedans. Ouais. Ah bah Lucas gère, il vous a mis un tuto hémoculture sur le Discord en onglet infectiologie, comme ça vous pourrez aller voir après la conférence.
Donc, question numéro 3, les résultats des hémocultures et de l'analyse du crachat de l'ECBC révèlent la même espèce dans les 2 types de prélèvements. Quel est l'examen bactériologique à effectuer pour guider le traitement et par quelle méthode? Donc, en effet, l'examen, c'est bien un antibiogramme. Maintenant, quelle méthode connaissez-vous pour faire les antibiotiques? Ouais, donc il y a l'antibiogramme par diffusion en milieu gélosé. Il y en a qui sont automatisés aussi. Est-ce que la méthode e-test vous parle ou pas du tout? Moi, ça me dit rien, la méthode e-test. C'est la diffusion en milieu gélosé permettant de mesurer la concentration minimale inhibitrice. Donc ça, gardez-le dans un coin de la tête, parce que cette méthode-là est utilisée dans pas mal d'antibiogrammes. Même si maintenant on utilise beaucoup tout ce qui est automatique, comme disait Julie. Et du coup, c'est quoi pourquoi est-ce que ici on veut faire un antibiogramme? Quel est l'intérêt? Donc Gaël a raison, c'est la détection des PSDP. Donc en fait, il y a des pneumocoques qui présentent une sensibilité diminuée aux bêta-lactamines. Donc du coup, on veut trouver bien sûr quelles bêta-lactamines sont touchées. Donc on va déterminer les CMI à la pénicilline, amoxicilline et les céphalosporines de 3e génération de céfotaxime et ceftriaxone. Donc ça, bien sûr, les résistances des bactéries, c'est aussi à apprendre par cœur, même si c'est hyper barbant et que vous mélangez facilement les pinceaux, parce que c'est très souvent demandé en dossier. Est-ce qu'il y a des questions dessus? Du coup, on passe à numéro 4. Quels antibiotiques peuvent être prescrits? Et quand ils posent cette question, ils sous-entendent dans le cas présent et pas en règle générale. Qu'est-ce qu'on va pouvoir donner à notre monsieur? Pénicilline G, amoxicilline. Alors déjà, tu es sur quel type de profil? Est-ce que tu es sur une personne jeune? Est-ce que tu es sur une personne avec des comorbidités? Une personne âgée? Est-ce que Ouais, c'est... personne âgée avec des comorbidités. Ouais, c'est ça. Donc déjà, ça nous donne le profil. Donc sur une personne âgée avec des comorbidités, quel antibio je dois donner en cas de PAC? Amel a donné la première réponse, Amox et aciclavulanique en Péros. Mais est-ce que ça dépend pas de son état si jamais, par exemple là, enfin moi j'avais mis qu'il était, en état grave puisqu'il avait une fréquence cardiaque, supérieure à 125 et une fréquence respiratoire supérieure à 30. Du coup, j'avais pas du tout mis Amox en fait. Bah, après, oui, il est en tachycardie et en polypnée, mais bon, tant que le patient il est pas au bord du décès, ça va quoi. Et il n'est pas parti en réanimation non plus. Mais il me semblait que justement, vu qu'il était hospitalisé, ça sous-entendait qu'il allait en soins intensifs parce que, il avait une gravité de sa pneumopathie. Ah, pas forcément, non. Il y a des gens qui sont juste mis en pneumologie parce que ils ont des comorbidités et qu'on veut juste les surveiller. OK. Si, très franchement, s'il doit partir en réanimation, on vous le dira parce que ça implique en effet déjà des antibiotiques différents. Donc là, en dehors de mon amox acide clavulanique, j'ai 2 autres molécules que je peux utiliser, enfin 2 autres familles. Ah bah, Amel les avait mis, C3G, ouais, en effet. Donc on a la ceftriaxone ou les fluoroquinolones, lévofloxacine et mixofloxacine. Donc quand vous donnez un traitement, il faut donner la classe thérapeutique, la classe chimique, les caractéristiques du mode d'action, le mode d'action, les effets indésirables. Donc du coup, pour l'amoxicilline, qui veut se lancer? Moi, j'ai une question juste par rapport, parce Oui. que j'ai regardé sur la SPLIF, ou la SPILF, je ne sais plus comment on dit, pour les pneumopathies communautaires graves. Donc, c'est le cas ici. Pourquoi elle est grave, forcément, ta pneumopathie? On ne donne pas d'Amox en première intention.
C'est les C3G. Je te posais la question, pourquoi pour toi ici elle est grave ton hospitalisation? C'est parce qu'il est hospitalisé que tu es forcément dans une forme. Ben, parce que là, elle est grave parce qu'on a des signes de gravité comme la tachycardie, la tachypnée. C'est pour cette raison-là. Voilà. Vous m'entendez? Après, est-ce qu'on Oui, oui, pourrait je pas t'entends. mettre les deux? Enfin, mettre en premier si pas de signe de gravité, mettre ce qu'on avait dit, et puis en deuxième, si signe de gravité, c'est 3G, etc. Bon, au pire, si vous avez un doute le jour du concours, dans tous les cas, il faut mieux mettre les deux, hein. Mais pour moi, on est juste sur une PAC avec une hospitalisation. Comme en plus, ils disent pas qu'on est spécifiquement en service de réanimation ou en soins intensifs, je serais restée sur la MOX aciclavulanique en premier choix. Ok. Après, très franchement, si il y a déjà eu un sujet comme ça où c'était vachement tendancieux dans le sens où bon, on savait pas trop quoi mettre. Dans ce cas-là, vous mettez tout, hein. Vous prenez pas le risque. Donc du coup, c'est un type de traitement. Donc c'est toujours des antibiotiques probabilistes qu'on utilise et qu'on réévalue à 40 voire 48 à 72 heures. Donc bah du coup, moi je vous ai laissé celui de la personne âgée classique sur une durée de 7 à 14 jours. Donc pour la MOX et la C3G, Julie avait bien donné, c'est une bêta-lactamine, pénicilline du groupe A, qui donne comme principal effet indésirable les troubles digestifs, donc tout ce qui est diarrhée bactérienne, destruction de la flore, diminution de la synthèse de vitamine K. On peut aussi mettre par exemple l'hypersensibilité comme effet indésirable parce qu'elles sont quand même assez courants. Donc pour la ceftriaxone, on peut mettre exactement la même chose, hein. Oui, il faut mettre que tu es sur un antibio probabiliste et que pour la MOX plus acide clavionique, tu es sur du large spectre. Ça fait partie des mots-clés à savoir. Après, est-ce qu'il faut définir les termes? Non. Du coup, pour les fluoroquinolones, est-ce que vous connaissez son mécanisme d'action ou des effets indésirables? Ça inhibe l'ADN gyrase et la topoisomérase 2. Alors, ADN gyrase, c'est la l'ADN gyrase des grammes moins, c'est la topoisomérase 2. Ah, ok. Donc, tu as la 2 et la 4 qui sont inhibées. Donc, du coup, ça inhibe la synthèse et la réplication de ton ADN. Et en effet indésirable, tu as la photosensibilité, la tendinopathie. Il y a risque de convulsion, les anémies hémolytiques et l'allongement du QT. Dans les principaux, hein, bien sûr, après, il y en a d'autres à connaître, mais quand on ne vous les demande pas spécifiquement, vous n'avez pas besoin de sortir la liste complète. Est-ce que vous avez des questions pour cette question, du coup? Donc, dès que vous donnez un traitement, vous n'oubliez pas de donner tout ce qui va avec, parce que sinon, vous risquez en fait de perdre des points ou de ne enfin, en dehors d'en perdre, surtout de ne pas en gagner. Et ce serait quand même dommage, surtout si vous connaissez la réponse. Alors, Amel, la durée du traitement, c'est 7-14 jours chez la personne âgée. Après, si tu es sur une PAC classique, c'est 7-10 jours. Enfin, chez une personne jeune. Ça dépend en fait du traitement que tu utilises. C'est pour ça que j'ai mis la fourchette large et pas la toute petite.
Oui, comme dit Lucas, si vous voulez retenir Saint-Vieux, il faut le soigner plus longtemps. Après, il faut savoir, parce que certains m'avaient posé des questions sur Discord, souvent pour les pneumopathies, en fait, on ne revoit pas l'antibiotique. C'est-à-dire que souvent, ça reste du probabiliste parce qu'on fait très peu des antibiogrammes, parce que le CBC est quand même assez chiant à faire et tous les patients ne peuvent pas le faire. Typiquement une personne âgée parce qu'il faut cracher et certains n'en sont pas capables. Puis des fois, à l'hôpital, dès qu'on voit que ça fonctionne, par exemple, on fout la MOX avec l'acide clavulanique, si on voit que ça fonctionne, que les signes cliniques régressent, que l'hyperleucocytose régresse et que le patient va mieux, on ne se pose même pas la question de savoir s'il faut réadapter ou non le traitement. Ouais, bah, pareil que toi, Lucas, ce que j'ai constaté, le CBC est quasiment plus fait en clinique. Je crois que sur 3 mois de stage, j'en ai pas vu un seul. Donc la souche isolée a une sensibilité diminuée au bêta-lactamine. Quel est le mécanisme de résistance développé par cette bactérie vis-à-vis de cette classe d'antibiotiques? Ouais, c'est ça, Samy, c'est une modification des PLP entraînant une diminution d'affinité, non rattrapable par les inhibiteurs des bêta-lactamases. Donc cette modification, elle est due à quoi? Est-ce que vous connaissez le phénomène qui est derrière? La production d'une PLP alternative, PLP2A, Ça, c'est l'aureus. Staph aureus, ouais. Qu'est-ce qui conduit en fait à cette modification? Moi, je pensais que c'était une recombinaison de l'ADN du pneumocoque avec des streptocoques oraux. Ouais, c'est ça. C'est le phénomène de transformation entre pneumocoque et streptocoque commensaux du rhinopharynx. Où est-ce que ça se voit, ça? Parce que je l'ai jamais vu, je l'ai pas vu dans les... Je crois que c'est dans le De Boeck, dans les fiches à la fin, tu sais, les fiches spécialement bactéries. Ah d'accord, ok. Et peut-être sur l'amibe, sur la fiche du streptocoque, mais alors là, je m'avance parce que je ne suis pas vraiment sûre. Est-ce que tu peux répéter? Alors, donc le pneumocoque a une sensibilité diminuée aux pénicillines par modification de l'affinité des PLP, non rattrapable par les inhibiteurs de bêta-lactamase. Et cette modification est due à un phénomène de transformation entre pneumocoque et streptocoque commensaux du rhinopharynx. En fait, il y a des recombinaisons de gènes entre les deux et ça conduit à ce mécanisme. Et en fait, comment ça se passe quand ça arrive chez une personne? C'est quoi la cause? Il y a une cause ou pas spécialement? En fait, tu sais que dans ton rhinopharynx, tu as des bactéries qui sont commensales. Donc, dedans, tu vas par exemple trouver du streptocoque ou des pneumocoques. Et en fait, eux, dans leur vie de bactéries, ils vont faire des transferts, des échanges, et ça va amener à des recombinaisons de gènes qui amènent à des sensibilités diminuées du coup après aux antibiotiques. Et en plus de ça, si tu es une personne consommatrice d'antibiotiques assez régulièrement, tu favorises encore plus de garder les mutants qui ont une sensibilité diminuée. Ok, merci. Dans les grandes lignes, parce que je pense il doit y avoir même des tests sur le sujet pour expliquer comment ça fonctionne. Est-ce que du coup, vous avez des questions sur le cas clinique numéro 1? Donc, du coup, on va passer au numéro 2. Donc ça, c'était une annale beaucoup plus vieille, de mémoire à date de 93 ou 96. Donc, une fillette de 10 mois est présentée à l'accueil d'un hôpital pédiatrique tôt le matin. Elle est énervée et irritable. Ses parents sont incapables de la consoler. Depuis 3 jours, elle souffre d'une pharyngite. Elle a mal aux oreilles et présente de la fièvre. À l'examen, les tympans sont douloureux et inflammatoires. Les examens biologiques réalisés montrent les résultats suivants. Une leucocytose à 17 Giga par litre, donc 88% de PNN, et une urée à 4 millimolaires. La radiographie pulmonaire est normale, l'enfant ne vomit pas. Un traitement par amoxicilline associé à un inhibiteur de bêta-lactamase est prescrit par voie orale. Question numéro 1. À quel type d'infection correspond ce tableau clinique? Justifiez votre réponse. Pour le cas clinique numéro 1, on peut mettre quelque part la vaccination dans ce cas. Là, franchement, pour moi, il n'y avait aucune question qui
se porter à ce que tu parles de la prophylaxie dedans. Donc, du coup, quel est le diagnostic du cas clinique numéro 2? Ouais, donc c'est bien une otite moyenne et aiguë. Donc, quelle est la définition de l'otite moyenne et aiguë? Une surinfection bactérienne de l'oreille moyenne. Ouais, c'est une atteinte inflammatoire avec une surinfection bactérienne. Donc, elle peut être avec, tu peux en plus trouver un épanchement purulent ou mucopurulent dans le cas de l'otite moyenne aiguë purulente. Donc là, ce n'est pas le cas, ou en tout cas, ce n'était pas indiqué. Quels étaient les arguments épidémiologiques et étiologiques? Pourquoi est-ce que là, j'en ai un? Ouais, la fréquence de survenue, c'est entre 6 mois et 4 ans, max 6 ans. Après, c'est beaucoup moins fréquent. En argument étiologique, Gaël avait raison. On a une enfant avec une pharyngite, donc souvent, c'est une complication possible qui peut entraîner l'otite. Donc, au niveau des arguments cliniques, il y en a 3 à me citer qui donnent l'argumentation pour l'OMA. Ouais, l'otalgie, la fièvre et quoi d'autre? Il y en a un dernier qu'on vous donne. La pharyngite. La pharyngite, ce serait plus un argument étiologique. Et ils sont comment ces tympans à la fillette? Ouais, tympan douloureux et inflammé. Ça, c'est un argument assez caractéristique. Là, est-ce que je commentais l'examen biologique qui était fait ou pas? Et oui, vous avez raison, c'est la question 2, donc il ne fallait pas mettre d'argument biologique. Et par exemple, vous pouvez me citer des diagnostics différentiels qu'on aurait pu faire? Ouais, par exemple, on peut même aller plus loin jusqu'à la pneumopathie, puisque après on vous dit que la radio est normale, vraiment en ratissant très large. Donc ça, pareil, le jour du concours, n'hésitez pas à mettre quelques idées qui vous passent par la tête, même si vous n'êtes pas totalement sûr que de vous, mais tant que ça reste cohérent, vous pouvez le marquer. J'ai une question pour les mots-clés. Est-ce qu'on dit tympatalgie ou pas du tout? Moi, on parle d'otalgie. Ouais, mais pour les tympans douloureux, on a un mot-clé ou pas? J'en connais pas, non. Ok. Par contre, il y a un mot-clé à connaître par rapport à toutes les histoires des tympans. Je vais vous le retrouver, c'est le bombement du tympan, quand en fait il y a un épanchement derrière. Bon, le tympan est bombé. Donc du coup, question numéro 2, commenter les examens réalisés. Qui veut se lancer? Ouais, une hyperleuco à PNN. Donc du coup, qu'est-ce que tu peux conclure de ça? Alors, autre qu'un syndrome inflammatoire, on parlera d'un syndrome infectieux d'origine sûrement bactérienne. Le syndrome inflammatoire, en fait, tu le vois surtout via la CRP et la VS. Là, comme c'est pas dosé, tu peux pas vraiment savoir. Et sinon, l'urée était normale, hein. C'est 2,575. Donc on est à 4, on est dans la norme. Donc du coup, on a un syndrome infectieux d'origine sûrement bactérienne. Qu'est-ce que nous donne l'urée? Qu'est-ce que ça nous donne comme information, l'urée? Ouais, les reins. Donc on a sûrement une probable absence d'atteinte de la fonction rénale.
On a aussi une absence de trouble de l'hydratation puisque l'urée est normale et qu'on a une absence de vomissement. On sait que des suppositions, hein. Et il y avait un autre examen qui a été fait et que personne n'a commenté. Et qu'il ne fallait pas oublier. La radio? Ouais. Et une radio normale signe qu'on n'a pas d'atteinte pulmonaire. Donc ça, pas l'oublier parce que souvent les radios, IRM, enfin bref, tout le paraclinique souvent est un peu zappé. Mais quand on vous demande les examens sans spécifier lesquels, il faut mettre tout ce que vous avez dans l'énoncé. Est-ce qu'il y a des questions? Ta radio absence d'atteinte pulmonaire. Non, je laisserai les poumons parce que ta radio thoracique, elle regarde vraiment ça. J'ai une question par rapport à la fonction rénale. Pourquoi est-ce qu'ici, on aurait pu avoir une atteinte de la fonction rénale avec une infection localisée Après, tu sais pas trop ce qu'il y avait derrière. Ok. Très franchement, comme c'est une vieille annale, je pense qu'ils ne savaient pas trop quoi mettre et qu'ils ont un peu tenté d'innover, on va dire. Ok. Est-ce que c'est pas parce que chez les nourrissons, souvent on a des pyélonéphrite et du coup on vérifie s'il n'a pas une atteinte rénale en plus? Ouais, ça peut être ça. Après, il faut savoir que par exemple, le streptocoque pyogénès peut donner des glomérulonéphrite en cas d'infection. Donc sur le diapo, je me suis trompée, c'est 2,5, 7,5 le l'urée, pas 2, 7,5. Donc question numéro 3, quelles sont les bactéries pathogènes associées à ce tableau clinique? En donner les principaux caractères. Donc H. influenzae, S. pneumoae, je suis d'accord. S. pyogenes, alors ça c'était les 3 principales. Après, en autres que vous pouvez citer, c'était Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et M. cataralis. Donc, qui veut me donner les caractéristiques principales de H. influenzae? Donc, caractéristiques principales, c'est la forme, le gramme, sporulé ou pas sporulé, capsule, la mobilité, respiration, catalase, oxydase. Donc, ouais, Samy, c'est un bacille. Immobile. Anaérobie facultative, catalase plus, oxydase plus. Mais du coup, est-ce que c'est un gramme moins, gramme plus? Donc ouais, Julie a une réponse assez correcte. C'est un bacille gramme moins capsulé ou non capsulé, non sporulé, immobile, strictement humain, commensal des voies respiratoires, invasif ou opportuniste. Agent de surinfection. Ouais, alors vous savez que quand on vous demande les caractéristiques principales, vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin que ça. On s'attend vraiment au classique forme, gramme, sport ou pas sport, capsule ou pas de capsule, la mobilité, la respiration et au moins catalase oxydase. Parce que là, par exemple, il faut aller faire pour H. influenzae. Maintenant, pour le Streptococcus pyogenes. Quelles sont ses caractéristiques principales? Donc, coccygramme plus, ouais. Aérobie aérotolérante facultative, oui. Qui est capsulée, je suis d'accord. Non sporulée, je suis d'accord. Et au niveau catalase oxydase? Oxydase moins, catalase moins. Ouais. Donc, les streptocoques, ils sont tous catalase moins, oxydase moins. Ouais, MC91 sérotype. Je sais pas si c'est hyper pertinent, mais très franchement, si jamais tu l'as retenu et que tu veux le mettre sur ta copie jour du concours, pourquoi pas. Et du coup, pour le streptocoque pneumoae, c'est quoi ses caractéristiques principales? Ouais, coccygramme plus, diplocoque lancéolé.
capsulé, non sporulé, immobile. Catalase oxydase moins, ouais. Donc le jour du concours, vous pouvez le présenter. Moi, par exemple, vous verrez dans ma correction détaillée, je l'ai mis sous forme de tableau. Comme ça, c'était plus simple. Après, vous pouvez tout écrire. C'est un peu comme vous souhaitez au niveau de la présentation. Et bien sûr, si vous allez plus loin que les caractéristiques principales, c'est bien, mais il ne faut pas non plus que vous perdiez trop de temps et que vous ne puissiez pas terminer, par exemple, un cas clinique à cause de ça. Donc, le jour du concours, je vous conseille de laisser des blancs quand vous faites vos copies pour revenir après sur les questions et les compléter si jamais vous avez encore du temps, quoi. Plutôt que d'écrire des réponses hyper complètes et puis d'arriver sur le dernier cas clinique et qu'il vous reste 15 minutes pour pouvoir le faire. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Du coup, on passe à la question numéro 4. Le traitement vous semble-t-il adapté? Le discuter. En cas d'allergie, quelle alternative thérapeutique pourrait être envisagée? Est-ce que le traitement est adapté? Si oui, pourquoi? Sinon, quel changement faire? Donc nous, en effet, on a bien l'acide clavulanique, enfin l'augmentin pour aller plus vite. Alors l'augmentin, c'est pas faux de le donner, hein. Même si en première intention, normalement, c'est la moxperos. Donc pour répondre à la question, on répond oui. Donc le traitement vous semble-t-il adapté? Oui. Oui est un mot-clé. Car en première intention, on donne l'amoxicilline peros, associé ou non à un inhibiteur de la bêta-lactamase, donc en raison de la possibilité d'une infection par une souche d'H. influenzae productrice de bêta-lactamase ou S. aureus productrice de pénicillinase. Alors oui, en effet, Maëlys, il manque le traitement symptomatique. Là, je ne sais pas en fait si la question portait spécifiquement dessus, mais tu pourrais par exemple mettre oui, le traitement antibiotique est adapté, il faudrait le compléter d'un traitement symptomatique, antalgique, antipyrétique, lavage de nez par exemple. Donc du coup, on va décrire le traitement. Donc qu'est-ce que l'amoxicilline? Ouais, bêta-lactamase, pénicilline du groupe A. Quelles sont les caractéristiques de son mode d'action? C'est bactéricide, pas bactéricide? Est-ce qu'on a un effet d'inoculum ou pas? Donc ouais, c'est bactéricide temps dépendant. On a un effet d'inoculum. On n'a pas d'effet post-antibiotique par contre. Qui connaît son mécanisme d'action? Ouais, inhibiteur de la synthèse du peptidoglycane. Donc c'est un inhibiteur, une inhibition compétitive et irréversible. Et est-ce que vous pouvez me citer deux gros effets indésirables qu'on peut retrouver avec la MOX? Ouais, les hypersensibilités et le deuxième hyper important, les troubles digestifs type diarrhée. Alors après, il en existe d'autres, troubles cutanés, hématox, risque de phlébite, hyperuricémie, rash avec la mononucléose. Très franchement, quand on ne vous le demande pas spécifiquement, mettez vraiment les 2-3 principaux que vous avez en tête, pas besoin de sortir toute la liste, à part si bien sûr vous avez le temps. Aurélie, j'ai une question. Oui. Ça veut dire quoi, effet inoculum? Alors, Florine l'explique hyper bien à chaque fois sur le Discord. Alors, attendez, je te retrouve comme la façon dont elle l'explique, parce que pour le coup, c'est... Donc, l'inoculum, c'est la quantité de germes inoculés. Certains
antibiotiques vont fonctionner aussi bien s'il y a 3 bactéries que 3000, comme par exemple les fluoroquinolones, et d'autres vont être efficaces que sur 3 bactéries, mais pas sur 3000. Donc typiquement les bêta-lactamases. Est-ce que ça répond à ta question ou pas? Ou est-ce que tu as compris? Donc, quand il y a un effet inoculum, ça agit pas partout, c'est ça? Ça agit que sur une toute petite quantité de bactéries, alors que quand tu n'as pas d'effet d'inoculum, ça agit aussi bien que sur une toute petite quantité de bactéries que sur une quantité astronomique de bactéries. Ah d'accord, ok. Merci. Grosso modo. Après, si tu veux avoir plus de détails, etc., je te conseille d'aller sur le Discord et de poser la question à Florine parce qu'elle, elle est assez calée dessus. Et moi, je dois t'avouer que ça, c'est elle qui me l'a expliqué parce que j'avais toujours pas compris en passant le concours. Et donc, du coup, en cas d'allergie, qu'est-ce qu'on peut avoir comme alternative thérapeutique? Je crois qu'on peut donner cette phrase. Ouais, non, mais c'est ça. Tu connaîtrais le nom ou pas de la C3G qu'on donne? Je crois qu'il y a cefpodoxime, cefuroxime aussi, non? Ouais, c'est souvent cefpodoxime qu'on donne, donc bien sûr en VO, sur une durée de 8 à 10 jours. Alors Valentin, tout ce qui est, on donne toujours les noms en DCI, même si des fois ils sont plus chiants à retenir que les noms des princeps. Alors, c'est allergie au bêta-lactamine tout court, cotrimoxazole. Est-ce que tout le monde est content? Enfin, est-ce que tout le monde est d'accord? Que si on a une contre-indication totale au bêta-lactamine, on donne du cotrimoxazole. C'est dans le de Boeck, donc oui, en effet, c'est ça. Donc, qui peut me dire ce qu'il y a l'association qui est derrière? Trimethoprim, sulfaméthoxazole. Ouais, c'est quelle famille d'antibiotiques? Sulfamide d'antibactérien et la triméthoprim, quelle famille chimique? Ouais, 2,4-diaminopyridine. Alors, comment ça fonctionne globalement son mécanisme d'action à ces antibiotiques-là? Ouais, donc si tu inhibes la synthèse de ton acide folique, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il n'y a plus de synthèse d'aspartique, je crois, et de thymidine. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a plus d'ADN, donc enfin pas apoptose, mais comment dire, la bactérie, elle meurt, quoi. oui, c'est ça. Donc, du coup, tu inhibes la réplication de ton ADN. Donc, les sulfamides inhibent la dihydrothéorate synthétase. Donc, c'est inhibition de l'acide folique. Et les 2,4-diaminopyridine inhibent la dihydrofolate réductase. Donc ça, faites attention parce que sur les QCM, ils aiment bien vous piéger. De vous inverser par exemple les deux inhibitions pour les deux types. Et quelqu'un connaîtrait quelques effets indésirables de cette classe d'antibiotiques? Anémie carentielle. Enfin, anémie Hémolytique. des folates. Ouais, et anémie par carence en folate. Digestif. Comment? Digestif, peut-être. C'est pas une EI principale avec les sulfamides. Okay. Troubles digestifs. Non, pas une EI principale. C'est les troubles rénaux qu'on a. Néphrotoxicité, ça fait de la cristallurie. Donc en tout, il y a 4 EI importantes à retenir pour eux. C'est l'hypersensibilité, les anémies, la photosensibilité et la néphrotoxicité. Donc Samy, tu vois, quand on met troubles rénaux, on met réellement le terme néphrotoxicité plus que troubles rénaux ou toxicité rénale. Excuse-moi Aurélie, est-ce que s'il te plaît, Oui. tu peux répéter les 4 effets indésirables majeurs à connaître, s'il te plaît? L'hypersensibilité, l'anémie, donc hématotoxicité de point anémie, la photosensibilité, la néphrotoxicité avec l'apparition d'une cristallurie. Merci beaucoup.
Et ça, c'est avec tous les sulfamides ou juste le cotrimoxazole? C'est avec tous les sulfamides. D'accord. Bah, souvent, en fait, quand vous allez apprendre les antibiotiques, très clairement, vous retenez les effets indésirables pour la famille, parce que même si certains vont peut-être avoir moins d'hématox que d'autres, globalement, ça reste plus ou moins tout le monde pour pareil. Enfin, pareil pour tout le monde. Ok. Donc pour les antibiotiques, n'hésitez pas à vous faire des grosses fiches. Moi, je sais que j'avais fait des tableaux pour chaque famille en mettant les DCI qui étaient dedans, si c'était bactéricide ou pas, temps dépendant, concentration de dépendance, si j'avais des effets d'inoculum, le mécanisme d'action, les EI principaux, contre-indications principales et surtout le spectre. Parce que souvent dans les questions des dossiers, on ne vous les demande pas, mais c'est pas mal de connaître quand même le spectre des antibiotiques. Si on fonctionne plus sur des grammes plus, des grammes moins, sur de l'intracellulaire. Parce que par contre, pour le coup, c'est beaucoup demandé en QCM. Si vous voulez, je pourrais vous montrer un exemple de fiche que j'avais faite et si elle vous intéresse, je pourrais vous les mettre sur le Discord. Donc, question numéro 5. Chez l'enfant, existe-t-il une prophylaxie spécifique de ce type d'infection? Laquelle? Alors oui, c'est la vaccination. Tu vaccines pour quoi? Donc, vaccination pneumo et à hémophilus. Donc là, la question attendait un oui. Donc le oui est un mot-clé. Oui, il existe une prophylaxie spécifique qui est la vaccination, vaccination anti-hémophilus et anti-pneumocoque. Et après, bien sûr, si vous avez le temps, vous pouvez déblatérer que la vaccination bidule se fait en IM, que l'autre, elle se fait en sous-cutané, enfin, je crois que les deux sont en IM de toute façon, que le schéma, par exemple, à 2, 4 et 11 mois, et quel type, qu'est-ce que ça englobe? Est-ce qu'elle est obligatoire, pas obligatoire? Est-ce que ça englobe tous les sérogroupes ou est-ce que ça n'en englobe que quelques-uns? Ça, après, c'est du bonus. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des questions? Maëlys, alors oui, les 2 vaccins sont obligatoires. La liste des 11 vaccins est à connaître par cœur parce que de toute façon, ça fait partie d'un item de santé publique, le schéma vaccinal ou la politique vaccinale. Et dedans, il faut connaître le tableau avec les schémas, qu'est-ce qu'on fait quand, lesquels sont obligatoires. Donc, bien sûr, prenez bien le tableau de 2021 parce que, par exemple, il y a la vaccination pour le papillomavirus qui vient de changer, même s'il n'est pas obligatoire, mais il a été élargi aussi aux hommes. Alors, Mathilde, est-ce qu'on peut ajouter bon lavage de nez, utilisation d'un mouche-bébé pour éviter les complications de la pharyngite en général? Alors là, je pense qu'ils attendaient surtout la prophylaxie pour l'otite plus que pour la pharyngite. Donc, je ne sais pas si je l'aurais particulièrement mis. Alors, Lisa, quand on donne un diagnostic différentiel, est-ce qu'on peut les citer ou est-ce qu'on doit aussi expliquer pourquoi on l'a exclu? Alors, moi, personnellement, j'ai expliqué pourquoi je l'avais exclu en une phrase, par exemple, parce que radio-pulmonaire normal ou parce que hémogramme non concluant ou toute autre chose. Si vraiment tu n'as pas le temps, cite-les juste et puis bah, tant pis pour l'explication. Encore une fois, en fait, quand vous faites les sujets, enfin, pour savoir à quelle profondeur vous devez aller pour la réponse, ça dépend vraiment de si vous avez du temps ou pas devant vous. Parce que si vous êtes dans le rush, très clairement, vous n'allez pas vous casser la tête à donner des petits détails au risque de passer à côté des mots-clés importants qui sont attendus. Parce qu'il faut savoir que normalement, un dossier sur la grille du correcteur, c'est 60 à 70 mots-clés grand maximum. Et que tout le reste, c'est du point bonus. Donc, c'est pas rare, si jamais vous avez la chance de discuter avec des correcteurs qui ont déjà corrigé des dossiers, qui vous disent qu'en réalité, les étudiants, le jour du concours, n'ont que 20 points, 25 grand max sur le dossier, sur 60, et qu'après, ils arrivent à 40 ou 50 sur 60 parce qu'en fait, ils ont raflé tous les points bonus qui allaient avec. Donc, le jour du concours, comme je le dis assez souvent, vous faites des copies claires qui soient lisibles, évitez au maximum les phrases parce que souvent on s'y perd, on ne trouve pas les mots-clés, enfin, l'information est noyée, ce qui est dommage.
Parce qu'il faut vous dire que le correcteur a à peu près 200 à 300 copies à corriger dans la journée. Il est bloqué dans un hôtel à Rungis du lundi au vendredi matin, avec interdiction de communication avec l'extérieur, donc c'est pas très fun. Donc plus vous mettez de bonne humeur et plus il vous donnera les mots-clés facilement, on va dire. Enfin, les points sur les mots-clés facilement, ou qui sera assez content de lire votre copie. Surtout que je vous laisse imaginer que des fois, on peut trouver des bonnes perles. Donc, on fait vraiment pas de fraude, ça pose pas de problème. Moi, je déconseille de faire au maximum de phrases, à part dans quelques cas où elles sont nécessaires, et d'essayer de fonctionner le plus possible par tirer. Déjà pour mettre pour aller vite, et pour mettre vraiment en lumière le mot-clé. Comme ça, le correcteur, il le voit, bam, il met la note. Parce qu'il faut savoir que, en plus, c'est pas des correcteurs de la matière. Par exemple, quelqu'un qui a corrigé une copie d'infectio pulmonaire, c'est par exemple un prof, je vous dis une connerie, où lui, son métier, c'est l'hématologie. Donc très clairement, le mec que vous lui, enfin, quoi que vous lui marquiez, ça se trouve, il comprendra même pas ce qu'il y a marqué sur votre copie. Lui, il va juste regarder sa grille. Ah, il y a le mot-clé, donc je mets le point ou le demi-point. Enfin, ça fonctionne comme ça. Et c'est pareil pour les exos aussi, hein. C'est pas des profs de la matière qui corrigent forcément l'exo. Donc le mec, il comprendra pas forcément non plus ce que vous avez mis sur votre copie. Il va regarder si le résultat est bon, si il y a les points, par exemple pour la rédaction, s'il y a ceci, cela, mais il va pas forcément aller dans le détail d'essayer de comprendre ce que vous avez voulu faire. C'est pour ça toujours mettre les formules littérales, une application numérique avant de mettre le résultat. Amel, ouais, en effet, alors si tu mets des tirets, tu vas souligner quasiment toute ta copie. Par contre, si jamais tu fais des phrases, souligner les mots-clés pourrait être assez intéressant pour le correcteur. Et bien sûr, moi sur mes diapos, je mets MAEICI, hein, mes jours du concours, c'est effet indésirable, contre-indication, mécanisme d'action. Ou si jamais vous voulez pas les écrire en entier, vous mettez la légende tout en haut de votre copie. Parce que tout mot-clé non écrit, ça vaut rien du. Enfin, toute abréviation qui n'est pas notifiée, elle vaut pas de points. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'avais fait pour les antibiotiques, pour savoir si je vous passe ou pas les fiches. Alors grosso modo, ça ressemblait à des tableaux qui ressemblaient plus ou moins à ça. Donc c'était assez synthétique, hein. Bien entendu, il faut d'abord avoir appris le cours sur le De Boeck avant de passer là-dessus. Donc il y en a une par... J'en ai fait une pour les actions sur la paroi, une pour l'ADN, qui ressemble à ça. Une pour le ribosome 50S avec les macrolides et une pour les autres ribosomes. Donc du coup, je vais vous les poster sur le Discord, comme ça vous les aurez. Merci. Et donc du coup, pour moi, la conférence s'arrête là, à part si bien sûr vous avez des questions, même si c'est d'ordre purement méthodologique sur le concours en règle générale. Non, merci. Donc la prochaine conférence, c'est pas moi qui l'animerai, ça va être Léa que vous allez rencontrer, du coup Léa Victor, qui est aussi une Toulousaine. Elle vous fera la chimie analytique, donc elle a prévu de vous faire travailler sur une annale entière des QCM et une annale revisitée. Donc, je vous mets le lien dans le chat et bien sûr, je le remettrai sur le Discord. Excuse-moi. Oui. J'ai une question par rapport à la conférence sur une neuroleptique. Du coup, elle est décalée à quand? J'ai pas suivi, pardon.
Du coup, en fait, elle va être décalée à mai. Donc, Ok, d'accord. le planning s'arrête le 7 mai parce qu'avec Lucas, Léa et moi, on vous fera la conférence sur la pharmacocinétique. Et D'accord. après, le planning ne va pas plus loin. Donc, normalement, Émilie devait la faire vers le 15 mai ou la semaine qui suit. Ok, ça marche, merci. Mais vous inquiétez pas, elle va être faite dans tous les cas. C'est juste que Super, nous, en merci fait, on est beaucoup. en partiel. Et en plus, on a nos euros de master pour ceux qui font des M1. Donc, c'est un peu compliqué. Ok, merci beaucoup en tout cas. Moi, je voulais savoir pour la bactério, enfin l'infection en général, tu révisais sur les deux bocs. Ouais. En fait, moi, je m'étais fait beaucoup de fiches perso en compilant les deux BOEC, le PILI, la EMIP et les recommandations du SPLIF. Ok, merci. Mais après, dans tous les cas, franchement, choisissez un support où vous vous sentez à l'aise, qui vous plaît, et puis gardez-le et complétez-le au nécessaire, mais pas besoin de vous éparpiller parmi 45 000 sources. Et par rapport aux fiches de la MIP, aussi des enseignants là, en microbio de pharma, tu trouves que c'est complet et que, parce que les fiches elles sont assez succinctes, est-ce que de ton point de vue c'est parce qu'il manque pas mal d'infos ou juste que c'est bien résumé et que c'est suffisant? Bah pour le coup, alors, les fiches syndrome, j'en étais pas très fan parce que je trouvais que ça faisait très paquet. Par Ouais, exemple, celle d'ORL, ça faisait des gros pavés. Après, celle bactéries, virus, elles étaient pas trop mal, je trouvais, parce que ça mettait vraiment en valeur les informations essentielles à connaître. Et par exemple, pour le virus de la grippe, il faut savoir que la fiche est tombée telle quelle le jour du concours au niveau de la grille de correction. ok, d'accord. Parce que c'est les mêmes. Ouais. Ouais, d'accord. Ok, Ceux en fait qui font les fiches de la MIP, c'est des profs qui posent les sujets le jour du concours. ok, d'accord. Ok, Et merci. franchement, il y a toutes les infos ou presque dedans. Donc elles sont pas plus mal. Moi, je les trouvais pas trop mal. En tout cas, bactéries, virus, elles valaient le coup. Après, les syndromes, il faut aussi le mettre à jour, etc. Parce que certains sont plus trop à jour. Donc faire attention à chaque fois aux dates. Donc l'infectio, comme vous avez pu voir, c'est un énorme morceau. Et un énorme morceau à ne surtout pas négliger parce que ça tombe forcément le jour du concours en dossier. Que ce soit de l'infectio, de la bactério, de la viro, de la parasito ou la myco. Vous aurez forcément un dossier dessus. Et c'est pas des dossiers souvent trop compliqués, donc en plus vous pouvez gagner des points facilement. Et pas d'impasse non plus sur les petites bactéries virus qui tombent quasiment jamais, parce que par exemple cette année le rotavirus du coup il a fait mal quand il est tombé. Alors pourtant c'est un virus hyper simple, il n'y a pas grand chose à faire, pas vraiment de traitement. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, je crois que la fiche de la MIP c'est une page. Donc zéro impasse en infectio. Si vous voulez en faire des impasses, vous la faites sur la santé publique, mais surtout pas sur l'infectiologie. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure la conférence. Je souhaite à tous un très bon week-end et puis bon courage pour les révisions. Bon courage aussi à ceux qui ont passé les CSP au mois d'avril. Puis du coup, la semaine prochaine, ce sera Léa qui sera là. Moi, je serai là en support en cas de problème technique. Merci beaucoup pour la conf. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.